Bonjour à tous les quatre. Alors, je vous présente Capucine. Capucine Laurent, vous êtes ingénieure à AgroParisTech et également directrice de Manger 2050 qui est portée par The Shift Project. Juste à côté, Catherine Burget, bonjour, vous êtes Senior Director Sustainability Europe pour Mondelez. À vos côtés, Ariane Blum, directrice eau pour le Bureau de recherche géologique et minière. Et enfin, Raphaël Aumont, vous êtes chimiste et cuisinier. Bonjour à tous les quatre, merci d'être présentes et présents avec nous. Alors pour commencer, je vous propose peut-être déjà de prendre un peu de hauteur sur notre sujet et revenir au cadre dans lequel on s'inscrit aujourd'hui avec vous, Capucine. Parce que quand on parle de nourrir le monde, vous proposez de déplacer le regard vers la souveraineté alimentaire. Pourquoi ce changement de focal, quelque part, est devenu central aujourd'hui ? Merci Caroline, bonjour à toutes et à tous. Superbe possibilité d'intervenir aujourd'hui. Effectivement, on a longtemps posé la question de va-t-on arriver à nourrir le monde, confère les sujets effectivement d'accessibilité de la nourriture à tous. Mais aujourd'hui, ce que l'on voit monter de plus en plus, c'est les questions de qu'est-ce que demain on va arriver à produire où, en quantité et en qualité, et surtout à quel prix. Pour trois raisons. Le climat et ses impacts, l'énergie et le coût d'accès, et également des sujets plus géopolitiques. Pour donner juste quelques exemples, pour illustrer, en fait, quand on parle de climat, il faut savoir que les zones de répartition géographique des espèces et des races se déplacent. Le blé, Catherine en parlera aussi encore mieux que moi juste après, mais avant, on le produisait, enfin jusqu'alors, on le produisait beaucoup dans le sud de l'Europe, en France, en Italie, principalement. Et là, ce que l'on voit de plus en plus, en regardant les projections de Serge Jacquat, par exemple, c'est que toute cette production va remonter au nord de l'Europe. On le voit, la Russie est passée de premier importateur de blé à premier exportateur. C'est pas pour rien qu'effectivement aujourd'hui Poutine investit aussi sur les sujets gaz, parce que qui dit gaz dit engrais. Donc on a ce mouvement de production territoriale qui s'opère, et en fait cela induit directement la question de qu'est-ce que je vais produire où demain. Il faut savoir que à horizon 2050, à Brest, on aura le climat de Montpellier. Petit clin d'œil à Ariane qui vient de Montpellier. Donc les tomates, les concombres venant d'Espagne, à courte échéance, il est fort probable que ce soit plus possible ou alors très cher. Donc, premier point. Donc se pose la question vraiment de qu'est-ce que je vais pouvoir produire où et à quel coût pour nourrir ma population. 2, l'énergie. On l'a vu avec la guerre en Ukraine, hausse des cours du gaz, direct impact, hausse des prix alimentaires, plus 20%. Et à ça, on ajoute les sujets géopolitiques des taxes. On a bien vu ce que ça fait dans la presse récemment. Mais donc, globalement, l'alimentation devient effectivement une arme géopolitique de plus en plus. Alors, pour bien comprendre cette corrélation quelque part entre sol et agriculture, concrètement, Ariane, qu'est-ce que la science nous dit aujourd'hui du lien entre santé des sols, eau et aussi capacité à produire dans la durée ? Eh bien, la science nous dit que tout est lié aujourd'hui, le sol, l'eau, les écosystèmes, les eaux de surface, les eaux souterraines, la microbiologie des sols, la vie dans les systèmes aquatiques ou l'air. Tout est lié, tout doit être pensé de façon globale et que toute dégradation d'une partie de ce milieu ou de ces ressources va être dommageable pour une agriculture durable et pour un usage durable des sols. Pour se donner peut-être quelques chiffres et un cadre, dans le domaine de l'eau, les prélèvements en eau dans le monde sont à 70% pour répondre à des besoins d'agriculture. Donc on voit bien l'enjeu global que représentent les ressources, dont les ressources en eau. Côté français, on a 44% des masses d'eau souterraines qui sont en mauvais état chimique du fait de la dégradation par les nitrates ou les pesticides qui sont d'origine urbaine ou agricole. Donc on voit que l'enjeu et la marge est encore importante. Et c'est plus de 50% des masses d'eau de surface qui sont en mauvais état écologique encore. Donc on voit qu'on a encore des progrès et une importance pour préserver ces ressources et vraiment se donner les moyens d'une agriculture durable. Et en termes aussi un petit peu de chiffres clés sur les sols, on estime qu'il y a à peu près effectivement une diminution de 1,5 tonne de sol par hectare liée chaque année au ruissellement des eaux.
Donc j'insiste sur ce côté approche holistique, et c'est bien l'esprit de l'agriculture durable, où on va préserver et régénérer nos sols et nos eaux, et c'est ce que nous faisons en tout cas au BRGM, le service géologique national, où on va étudier les liens entre sol et eau, le transfert des polluants, et aller jusqu'à aussi des processus de protection et de dégradation des polluants qui peuvent être présents dans le sol et les eaux. Ce que je voudrais vraiment dire, c'est que la science nous dit qu'il faut avancer pour retrouver ces équilibres. Et je voudrais citer aussi qu'il y a quand même de l'espoir dans ce cadre, et qu'il y a des mesures aujourd'hui qui sont faites pour préserver ces ressources. Je peux citer au niveau européen comme une dynamique avec la nouvelle directive sur les sols qui est parue en novembre, et qui vraiment donne un objectif pour tous les pays d'avoir des sols sains à l'horizon 2050, avec un cadre commun pour surveiller l'état de ces sols. Il y a un volet de surveillance, de limiter l'artificialisation des sols et restaurer les sols dégradés. Et ça traduit quand même une prise de conscience progressive et un enjeu. Alors maintenant que le cadre est posé, on en arrive à notre thème, celui de l'agriculture régénératrice. Pourquoi est-ce qu'elle fait partie des réponses aujourd'hui, Capucine et Ariane, pour finir de poser le cadre? Effectivement, l'agriculture régénératrice fait partie des réponses, puisque elle va contribuer à rendre les systèmes productifs agricoles plus résilients face aux chocs que j'ai pu mentionner tout à l'heure en introduction, au choc climatique, mais aussi au choc énergétique. Et quand on dit choc climatique, bien sûr, on entend là derrière les températures, mais aussi les conditions d'accès à l'eau. L'agriculture régénératrice, aujourd'hui, c'est finalement une voie intermédiaire entre le conventionnel et le bio. Chaque acteur aujourd'hui peut le définir un petit peu comme il le souhaite, mais globalement ce que l'on voit, c'est tous les acteurs du marché qui les mettent en place, c'est qu'il y a une très très forte attention qui est portée au sol. Couverture du sol, protection pour chercher une augmentation de la teneur, encore une fois, en matière organique. Donc on rend plus résilient face au choc climatique, parce qu'en augmentant la teneur en matière organique du sol, on augmente sa capacité à retenir l'eau, et donc à être plus résilient par rapport au choc hydrique, par exemple. L'agriculture régénératrice, c'est aussi une solution, puisque on va chercher à diminuer les dépendances aux intrants extérieurs, notamment aux engrais, en mettant des légumineuses, de la couverture du sol. Et qui dit moins d'engrais, dit en fait moins de dépendance énergétique, parce que globalement, 3/4 de l'engrais, c'est du gaz. En très raccourci. Et enfin, l'agriculture régénératrice est aussi une solution, puisqu'elle va chercher à recréer du lien entre l'animal et le végétal. Et donc, on recrée les cycles biogéophysiques qui pouvaient exister, encore une fois, puisque l'animal apporte de la matière organique au sol, et encore une fois, on diminue la dépendance. Ça, c'est des points très, très structurants. Ariane, vous voulez compléter C'est parfaitement dit. Je pense qu'il faut absolument, effectivement, retrouver la préservation de ces ressources pour améliorer nos rendements et la durabilité. C'était parfaitement bien décrit. Merci beaucoup. Alors Catherine, je me tourne vers vous. Alors, chez Mondelez, je précise que vous avez lancé le programme Harmonie il y a 18 ans. Concrètement, qu'est-ce que ce programme recouvre, et comment aujourd'hui vous abordez ce volet de l'agriculture régénératrice? Oui, merci. Alors, Harmonie, effectivement, c'est un programme pionnier qui s'est imposé comme un des premiers programmes européens structurés en faveur d'une filière d'approvisionnement de blé plus durable. Tout a commencé donc en 2008 avec 68 agriculteurs localisés autour de notre usine de La Haye-Foissière à Nantes. Et aujourd'hui, donc près de 20 ans plus tard, le programme fédère plus de 1200 agriculteurs qui sont répartis dans 7 pays en Europe, donc vraiment une expansion européenne. On parle de 60 000 hectares cultivés selon la charte Harmonie, et en 2024, donc on n'a pas les chiffres 2025 encore, mais dans 2024, une récolte de 64 000 tonnes de blé Harmonie qui nous a permis de couvrir 100% des besoins de nos usines biscuits en Europe, donc pour toutes les marques de biscuits Mondelez. Dès son lancement, parce que je pense que c'est important aussi de revenir à comment ça s'est construit, Harmonie s'est appuyé sur un partenariat étroit avec les agriculteurs locaux qui s'engagent au respect d'un cahier des charges très précis.
Alors, ce cahier des charges aujourd'hui comprend une trentaine de pratiques agricoles qui visent à concilier, et c'est très important cette conciliation, à la fois la performance agronomique, mais aussi la qualité des productions, la viabilité économique et la préservation de la biodiversité et des écosystèmes. Par exemple, pour donner un exemple concret de pratique qui est dans la charte depuis le début, les agriculteurs ont une exigence de consacrer au moins 3% de l'équivalent de la surface de culture de blé à des jachères mellifères dédiées à la biodiversité. Ces jachères mellifères représentent aujourd'hui plus de 2000 hectares sur nos exploitations Harmonie et c'est une surface qui a été multipliée par 4 en 10 ans, donc on peut vraiment faire bouger les choses. Comme je l'ai dit, donc historiquement le programme est vraiment centré sur la biodiversité, il s'est développé année après année quasi continuellement et c'est en 2024 qu'on a ouvert ce nouveau chapitre de l'agriculture régénérative. Avec une charte. Ouais, pardon. Oui. Oh, allez-y, je vous en prie. Non, donc justement, pour repartir un peu plus sur cette nouvelle charte, probablement raisonner avec des choses qui viennent d'être dites. La nouvelle charte, elle fixe des objectifs donc, de protection de la biodiversité, mais aussi, et c'est ça la nouveauté, de régénération des écosystèmes. Le cahier des charges actuel comporte 37 pratiques qui sont pleinement alignées sur les principes de l'agriculture régénérative. Alors, je vais le redire avec mes mots, mais pour nous, ce que ça veut dire, c'est optimiser l'utilisation des engrais azotés, diversifier la rotation des cultures, maintenir le sol couvert, c'est aussi un des éléments qui a été maintenir le sol couvert entre les cultures et réduire le travail du sol. Et tout ça visant à améliorer la structure du sol, sa fertilité, à augmenter le stockage de carbone, du coup pouvoir réduire les besoins en engrais, mais aussi, et ça a aussi été mentionné, limiter l'érosion des sols et permettre une meilleure rétention d'eau. Est-ce que, et depuis que vous êtes passé justement sur cette approche régénératrice, est-ce que vous avez peut-être un exemple concret, au-delà de ce que vous avez déjà cité, à nous partager, de ce qui a changé concrètement, rapidement ? C'est vraiment les 4 points que je viens de mentionner qui rentrent dans des points spécifiques qui ont été rajoutés au cahier des charges et qui, du coup, font partie du standard Harmonie et des pratiques sur l'ensemble des agriculteurs partenaires. Très bien, merci beaucoup. Alors, je rappelle à Ariane que vous êtes directrice eau. On va parler de l'eau avec vous dans un instant, Raphaël. Mais juste avant, j'aimerais quand même qu'on puisse recontextualiser ce sujet de l'eau, qui est quand même un des sujets les plus conflictuels aujourd'hui. Qu'est-ce qui complique aujourd'hui ? On entend beaucoup parler de l'eau dans l'agriculture. Je pense que c'est important de ramener un peu de nuance et aussi de comprendre plus précisément le rapport eau-agriculture avec vous, Ariane. Alors, effectivement, il faut un petit peu dépassionner le débat, se donner de l'objectivité. Il y a plusieurs raisons au côté conflictuel, mais je peux citer des choses sur la saisonnalité. Les besoins en eau pour l'agriculture, ils ont lieu en période estivale, pour arroser les plantes et les cultures. C'est le moment où il y a le moins d'eau. Et vous savez qu'avec les effets du changement climatique, on va vers des périodes sèches de plus en plus longues, des températures plus élevées, donc des besoins d'eau qui augmentent. Et il y a des potentiels conflits d'usage. Si on est dans des régions touristiques, sur des littoraux, il y a aussi des touristes à qui il faut apporter de l'eau. Et ils sont aussi très nombreux et ils exercent une pression très forte sur les ressources. Donc la somme de nos usages exerce une pression qui est de plus en plus complexe pour nos ressources, que ce soit les cours d'eau ou les eaux souterraines. Et encore une fois, c'est aggravé par les effets du changement climatique. Pour redonner quelques chiffres, d'après nos modèles et couplés à ceux de Météo France, on a une baisse de la recharge naturelle des nappes phréatiques de 10 à 15% sur les 20 dernières années. Et ça va jusqu'à 20-30% sur le sud et le sud-est. Donc, vous voyez les équilibres, plus de besoins et moins de ressources. Donc, évidemment, ça crispe le débat. Et il y a des enjeux économiques naturellement, puisque l'agriculture doit être rentable, elle doit apporter des salaires aux agriculteurs, donc c'est effectivement quelque chose de compliqué. Et je voudrais parler du temps qu'il y a derrière ça, c'est que là je parle de saison.
Et le besoin et les changements sont structurels. Et évidemment, s'adapter, changer, apporter des solutions, c'est du temps long, du moyen terme et du long terme. Vous l'avez évoqué, la transformation vous a pris plusieurs années. Et je pense que c'est un des éléments qui fait que c'est complexe. Après, il y a des solutions aussi. Je me permets aussi qu'on peut être optimiste. Et l'agriculture régénérative, l'agroécologie sont des réponses. Dans le domaine de l'eau, on travaille beaucoup à... Alors, évidemment, il faut avant tout préserver, avoir des cultures sobres et diminuer les besoins. Mais on n'aura pas le choix aussi que de réutiliser l'eau. Et on a des gros chantiers pour faire de la recharge maîtrisée des nappes. Et plus récemment aussi, c'est des techniques, des solutions fondées sur la nature. On met en place des mesures naturelles de rétention de l'eau. Là, on va démarrer une expérimentation près de Nîmes sur ce qu'on appelle la nappe de la Vistrinque. Et on va voir comment on peut... récupérer l'eau du ruissellement pendant l'été, aussi reprendre des eaux usées et faire un mix de plusieurs eaux pour pouvoir favoriser l'infiltration pour voir comment on peut récupérer une partie d'eau en été quand on en a besoin. Et l'innovation, et ça c'est un point vraiment je pense très important par rapport au conflit, c'est de mobiliser les acteurs parce que les scientifiques on est capable de finalement décrire les polluants et les bilans hydrologiques. Mais faire participer les acteurs, c'est autre chose, dont les agriculteurs, dont les citoyens et les élus. Et là, c'est vraiment, je pense, cette participation du public est déterminante pour réussir. Et c'est presque un champ de recherche aussi à part entière. Et c'est vraiment quelque chose d'essentiel de co-construire les solutions, sinon ça ne marchera pas. Et rapidement, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réponse unique et que c'est important de tenir compte de la spécificité des géographies, des territoires, etc. Alors, que ce soit au niveau européen ou français, on a une diversité de paysages que vous pouvez constater, c'est une richesse. Mais derrière, il y a une géologie qui est différente, donc des sols qui sont différents. On va prendre les grands bassins à Paris ou à Aquitaine. On est dans des zones où les sols qui sont produits à partir, entre autres, de roches dégradées sont très riches en matière organique, très fertiles. Aussi, on a des réserves d'eau assez importantes. On va en Corse ou dans le Massif central, on a des sols dits granitiques qui vont être très pauvres en matière organique, moins productifs, mais on y fait d'autres choses comme de l'élevage ou d'autres activités. Et puis climatiquement aussi, les impacts et la ressource ne sont pas les mêmes. Donc c'est à adapter à chaque fois et aux usages encore une fois et par rapport aux besoins de la population locale. Alors, Raphaël, je vous ai présenté en tant que chimiste et cuisinier. Il y a une chose que j'ai pas dit, qu'on dit souvent de vous, que vous êtes le chef également de Thomas Pesquet, puisque vous travaillez entre autres pour. C'est Thierry Marx, hein. Voilà. Oui, mais vous avez aussi travaillé. Oui, vous avez collaboré quand même. On peut le dire. On poursuit sur le sujet de l'eau parce que justement vous appréhendez ce sujet de l'eau mais à une autre échelle, celui de l'alimentation et de la cuisine. Et vous avez une approche qui est particulière. Est-ce que je peux vous laisser Oui, en parler. Donc j'ai la chance effectivement de collaborer donc en tant que prof d'université, mais je vais dans les cuisines. Et en fait, ce qui est fascinant, mais aussi quelque part déprimant parfois, c'est le gaspillage de l'eau dans les cuisines. Et même nous, au quotidien, en fait, parce que les recettes, quand on prend un peu de recul, on se rend compte que quand on cuisine des légumes, finalement, les légumes, c'est déjà 95% d'eau à peu près, une tomate, etc. Même les viandes, c'est 70% d'eau, et on cuisine avec de l'eau. Et quand vous regardez les recettes, on se rend compte que c'est dramatique. Par exemple, vous cuisez des haricots, on va prendre la cuisine traditionnelle, classique, cuisson à l'anglaise. Donc, je vous fais simple, on prend ce qu'on appelle une grande ruse, donc c'est 10 litres d'eau, on met du gros sel, on ne sait pas pourquoi, mais c'est pas grave, et on y va, des poignées de haricots. Petit à petit, on cuit et après il faut refroidir pour soi-disant fixer la couleur dans 3 kilos de glaçons. C'est ce qu'on apprend dans les grandes écoles encore aujourd'hui, on est en 2026. Les gens payent 10 000 euros un CAP pour apprendre ça. Bon, bref. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on se dit, mais attendez, avec un peu de recul, il a fallu 13 litres d'eau, il a fallu faire bouillir 10 litres et à côté, il a fallu congeler 3 kilos, tout ça pour cuire des haricots qui contenaient 95% d'eau. Est-ce qu'on ne peut pas travailler sur la casserole de demain, le four de demain, la cuisine, les outils de demain dans notre cuisine pour se dire, peut-être il faut juste apporter un tout petit peu d'eau pour initier cette cuisson et ensuite on va cuire à l'étouffée. Alors en chimie, on appelle ça cuire à reflux, par exemple, c'est des termes comme ça. Bon, mais en fait, il n'y a pas besoin de gaspiller autant d'eau. Et ça, c'est dramatique. Donc, l'approche qu'on a, c'est que l'eau, aujourd'hui, je pense, doit être considérée comme un ingrédient dans la recette, à part entière. Vous avez des fiches techniques, 1 kg de viande, 3 kg de carottes, 1,5 litre d'eau. Aujourd'hui, ça a un coût, l'eau. Et ça doit être considéré comme un ingrédient noble. Voilà.
On cuisine avec moins d'eau, mais avec une meilleure qualité, et on gaspillera beaucoup moins. Voilà une des approches qu'on défend à Orsay. Et peut-être pour pousser cette approche, est-ce que vous avez un exemple de peut-être concret justement de la manière dont est appréhendé encore une fois l'eau comme un ingrédient? Qu'est-ce que ça change concrètement? En fait, on a monté à Orsay une sorte de cocotte, donc, vous savez, comme un couvercle, qui va garder les vapeurs quand ça cuit. Pourquoi il y a encore des hottes? Vous parliez tout à l'heure très justement d'énergie. Il y a un gaspillage d'énergie dans les cuisines qui est hallucinant. Vous achetez tous des plaques à 7000 watts, des robots qui tournent à 15 000 tours minute, et si demain, on va vous vendre celui qui a 16 000 tours, tout le monde va se jeter pour acheter le 16 000 tours, et on se rend compte, mais 7000 watts pour cuire un œuf à 62 degrés, est-ce que c'est utile? Pourquoi il y a encore une hotte de cuisine? Toutes les vapeurs, vous voyez, le seul repère qu'on a en cuisine, c'est quand ça bout. Quand ça bout, met l'haricot, quand ça bout, met les œufs, quand ça bout. Mais rien ne cuit à 100 degrés, déjà. 85 degrés, c'est parfait, et ça suffirait. Ce 15 degrés de différence, vous l'appliquez sur l'échelle entière, sur 9 milliards de personnes, vous imaginez l'énergie que vous gagnez. Et il y aurait plus ces hottes affreuses qui font un bruit pas possible, et toutes ces vapeurs. Vous savez, quand vous rentrez chez vous ou chez des amis, ça sent bon. On dit, ça sent bon, on va bien manger. Bah non, parce que tous les arômes sont partis dans la pièce. Qu'est-ce qui va rester dans l'assiette? Donc, vous voyez, donc il faut arrêter de surchauffer les ingrédients, et là, il y aura moins de gaspillage, et ce sera même plus sain et plus gourmand. Je crois qu'on va tous tester Mais oui, aujourd'hui. Alors, Capucine, c'était il y a 2 ans, je crois, que le Shift Project a lancé donc, la grande consultation des agriculteurs avec plus de 8000 contributions. Qu'est-ce qui ressort le plus clairement de cette consultation quand on écoute les agriculteurs sur leur avenir? Oui, en effet, fin 2024, le Shift a effectivement publié un rapport sur comment décarboner et rendre plus résilient l'agriculture française, et pour la rendre encore plus ancrée dans le terrain, le Shift a décidé de faire une consultation auprès des agriculteurs pour comprendre leur capacité, leur volonté à changer et les freins et les leviers pour ce faire. Une des grandes forces, c'est que, effectivement, comme vous l'avez dit, Caroline, c'est 8000 agriculteurs qui ont été sondés, c'est beaucoup. C'est 8000 agriculteurs représentatifs de tous les bords, toutes les chapelles agricoles, et en France, il y en a beaucoup. Et finalement, 3 grandes conclusions. 80% de ces agriculteurs sont inquiets pour la résilience de leur exploitation, c'est-à-dire leur avenir économique, leur capacité à pouvoir encore produire demain et gagner leur vie. Quand on leur a posé la question de « est-ce que vous seriez prêts à faire une transition dans vos changements de pratiques ?» Seulement 7% ont répondu non. Et après, quand on a posé la question de ça serait quoi les conditions, effectivement, là, il y a 90% qui disent on est OK pour y aller, mais il y a un sujet de financement, puisqu'effectivement, tout changement de pratique agricole induit une perturbation dans les rendements, donc dans les coûts et les revenus. C'est pas pour rien qu'il y a de la subvention en agriculture biologique pendant 3 ans, c'est pour effectivement couvrir ce risque de changement que prend l'agriculteur. Et ce qu'il faut bien avoir en tête aussi, c'est un agriculteur, comme n'importe quel actif, on va dire qu'il travaille 40 ans de sa vie, sauf que lui, il a 40 essais, et que 40 essais pour gagner sa vie ou la perdre. C'est les récoltes. Alors, on met de côté les légumes, mais les grandes cultures, c'est une récolte par an. Donc, 40 essais, c'est peu dans une vie. Donc, prendre le risque pendant 3 essais, 3 ans par exemple, de potentiellement se planter, c'est mettre la clé sous la porte. Donc, il y a cette question de comment je couvre le risque de changement auprès de l'agriculteur, comment je le finance, comment je le soutiens. Et certes, on peut parler des subventions, mais aujourd'hui, on voit que la PAC 1, la politique agricole commune, elle diminue, et elle ne va pas forcément soutenir ces prises de risque. D'où la question du financement. Et côté Mondelez, Catherine, vous avez évoqué le cahier des charges, mais plus concrètement au quotidien, justement pour quelque part assurer cette transition vers l'agriculture régénératrice. Comment est-ce que vous accompagnez les agriculteurs avec lesquels vous travaillez? Oui, merci. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on travaille vraiment en étroite collaboration avec les agriculteurs, et du coup, on les accompagne de multiples façons. Alors, par exemple, en termes de formation, on a l'Harmonie Académie, qui est un centre d'excellence sur le blé, qui permet de développer l'expertise de nos agriculteurs partenaires sur l'agriculture régénérative. C'est aussi un accompagnement en termes d'outils informatiques. Là, c'est Harmonie Digital, on a des petits noms pour tout.
Ça permet de digitaliser les informations de l'exploitation pour pouvoir faire des analyses sur l'impact et la progression, l'impact sur les données environnementales et leur progression, et du coup de mettre en place des plans d'action dans le cadre d'une amélioration continue. Et puis un autre exemple, parce qu'on a parlé d'innovation tout à l'heure, donc je ne peux pas résister, des projets pilotes sur des potentiels innovants et pour identifier les solutions de demain. Alors je vais citer 2 exemples. Le premier qui s'appelle SAM Identification. Donc là, c'est utilisation de drones et d'intelligence artificielle pour aller pouvoir précisément détecter les jeunes pousses de blé des mauvaises herbes et du coup pouvoir appliquer de manière très ciblée les pesticides. Et là, on a des premiers résultats qui montrent qu'on peut arriver à réduire de 40% les produits chimiques grâce à cette technologie. Deuxième exemple sur un tout autre domaine, la biodiversité, où là va y avoir on va enregistrer les chants d'oiseaux. C'est très bucolique, et on va utiliser encore une fois l'intelligence artificielle et les bases de données. Donc ça, c'est en partenariat avec Cheerup, et ça permet de mesurer et de piloter la fréquence, la richesse des espèces et leur progression. Et sur les 28 fermes pilotes, on a pu enregistrer 62 espèces d'oiseaux, dont 5 qui sont des espèces sensibles, ce qui est un signal très fort, puisque ça veut dire que les exploitations Harmonie peuvent être un habitat pour ces espèces à enjeu. Sur le sujet des agriculteurs, il y a une question qui se pose, c'est celui du partage de la valeur. Pourquoi est-ce que c'est un sujet sensible, mais également incontournable? Je pose la question à toutes les deux. J'en ai parlé un peu tout à l'heure sur effectivement cette nécessité de soutenir la prise de risque que peut faire un agriculteur quand il fait son changement de pratique. Et aussi, il faut bien se rendre compte, en fait, quand un consommateur va acheter un produit en magasin, il ne se rend pas forcément compte de la part qui revient à chacun. Donc là, il y a de plus en plus de coms qui sortent sur le sujet, mais globalement, on voit que la part qui revient à l'agriculteur, je crois qu'elle est inférieure à 10% sur la valeur du produit. Et rapidement, Catherine. Peut-être en ce qui nous concerne, bien évidemment, les agriculteurs Harmonie bénéficient d'une prime qui est liée à l'application de ces pratiques exigeantes. C'est vraiment important que tous les acteurs et toutes les parties prenantes non seulement contribuent au programme, mais en tirent des bénéfices pour que ce soit un partenariat qui s'inscrive sur le long terme. Alors, Raphaël, parmi vos travaux, vous avez aussi travaillé sur l'après-production, notamment les matériaux et les emballages. En quoi est-ce que ça change notre manière de penser le vivant et les ressources? Et je crois que vous avez quelques exemples à nous partager. Rapidement, parce que je vois le chronomètre, ça fait peur. Mais effectivement, parce qu'on parle d'agriculture, etc., mais après, qu'est-ce qu'on fait des déchets, des coproduits? Et on parle d'ailleurs de coproduits plutôt que de déchets, parce que c'est intéressant aussi de donner une seconde vie à tous ces produits qu'on ne va pas utiliser ou qu'on ne va pas consommer directement. Et en fait, il y a un mot, on parle de biodiversité, mais on peut parler aussi de biomimétisme, de bio-inspiration. Ça, c'est des choses très intéressantes. Le constat, c'est que la Terre, elle a 3,8 milliards d'années de R&D. Et donc, c'est essai-erreur en permanence. Et c'est assez... La nature, elle tranche, c'est rapide, hein, c'est tu vis ou tu meurs, hein, c'est Darwin, en gros, je fais ça simple. Mais donc, si on regarde la bio-inspiration, on se dit pourquoi on a été chercher du pétrole, des trucs comme ça, alors que sous nos yeux, vous voyez, ça, par exemple, je vous ai juste rapporté ça, ce sont des algues. Voilà. Ça peut, évidemment, je vais dire une bêtise, mais ça n'a pas besoin d'eau pour pousser. Voilà. Et ça, on dirait du plastique. Et c'est dur. Et on se dit pourquoi on ne ferait pas des emballages avec ça? Quand vous regardez ça c'est de l'agar-agar. Il y a déjà des bulles, donc c'est sec, il y a déjà des bulles comme un polystyrène, comme un isolant, comme des choses comme ça. Ça, vous voyez, ce genre de truc, c'est horrible. On connaît tous ça. On mange ça en 5 minutes et ça va mettre 700 ans à se dégrader. C'est ça le problème, en fait. Et donc, on se dit, mais essayons de copier la nature. Donc, on a une approche matériaux. Et on s'est dit, à partir d'algues, on a essayé de reproduire cette mousse et on arrive à ça. Donc, il y a un brevet là-dessus à Orsay. Et on a vraiment une texture polystyrène ou algystyrène, je ne sais pas comment il faut appeler ça, peu importe, mais ça répond aux mêmes exigences en termes de conduction thermique, isolant, etc. Alors, franchement, vous me donnez le plat à manger ce midi là-dedans, je le mange, je jette, 4 jours dans la terre, il n'y a plus rien. Voilà des pistes.
Voilà, mais encore faut-il miser. Et alors après, dans ces emballages, je fais vite, on peut par exemple on travaille avec Valrhona. Vous savez, la peau des fèves de cacao, par exemple, ça ne va pas se consommer, mais par contre, ça pourrait se recycler. Et on a mis ça toujours dans ces algues, et on a aujourd'hui un matériau. Donc peut-être que la table l'année prochaine, elle sera faite avec des coques de cacao, pourquoi pas. Vous voyez, donc il y a une approche recyclage qui est très intéressante et redonner une seconde vie aux matériaux. Et alors juste un petit truc rigolo quand même, je voulais vous apporter en cuisine cette fois. Donc ça c'est des choses qu'on pourrait presque tous faire chez soi. Vous savez les oranges par exemple, il y a une peau blanche et on se dit qu'est-ce qu'on fait de cette peau? Alors souvent on nous dit ah bah tu jettes parce que c'est amer ou ça sert à rien. Mais ce sont des pectines extrêmement précieuses, un gélifiant naturel en fait. Pourquoi aller chercher des additifs artificiels ou des choses comme ça alors que la nature a fabriqué justement cette protection naturelle et notamment. Pour l'anecdote, vous savez, dans les pays très chauds, vous avez les pamplemousses, notamment asiatiques et tout, ils ont une peau encore plus épaisse. C'est pour un isolant, parce que sinon les rayons du soleil arrivent avec la chaleur, ça fermente et le fruit ne pourra pas se reproduire. Donc en fait, c'était un isolant naturel. Et nous, on a fabriqué des isolants comme ça, horribles. Donc utilisons ces pectines. Et donc là, vous voyez, par exemple, c'était des déchets, entre guillemets, d'orange et de citron. Vous voyez, c'est très liquide. Ça partait à la poubelle, normalement, dans une cuisine. Je vais simplement mettre un tout petit peu d'eau riche en calcium. On est censé mesurer normalement en tant que chimiste, mais bon, on fait ça un peu rapidement. Et qu'est-ce que vous remarquez? Ça gélifie instantanément. C'est incroyable. Et vous avez une marmelade d'orange instantanée, sans sucre, avec entre guillemets les déchets. Alors, il va falloir travailler le marketing, mais vous voyez, le truc, c'est ça l'idée. Hein. Et après, on se dit, bah oui, mais vous mangez une confiture. Vous achetez une confiture, il faut 65% de sucre pour s'appeler confiture. C'est débile. Vous mangez d'abord des fruits, en fait. Donc là, vous pouvez le pasteuriser, vous mettez le sucre que vous avez envie, du miel. Après, c'est l'histoire de recettes, ça ne m'appartient plus. Mais voilà des pistes pour recycler les coproduits, les déchets, etc. Qui va essayer de faire ça chez soi? Bah oui, c'est tout. Mais encore faut-il avoir les outils. Curieux. Par contre, il faut extraire un peu aux ultrasons et tout. Donc peut-être la casserole de demain, elle aura peut-être un petit coup d'ultrason, mais vous réussirez votre mayonnaise aussi aux ultrasons. Donc c'est merveilleux. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. On va s'arrêter là. Merci pour votre présence. On peut les applaudir.